Donc oui, bien sûr qu'on est rassurés. Je vous dis surtout de savoir qu'on tiendra le cap pour lequel nous, on s'est engagés. Quand il a eu, à un moment donné, une phrase très très forte en disant que nos oppositions nous traitaient tout le temps d'amateurs. Mais qu'au contraire, il fallait qu'on soit fiers justement d'être des amateurs. Pourquoi? Parce qu'en 2017, qu'ont fait les électeurs? Ils ont voulu, en votant pour lui et pour nous, dégager, entre guillemets, les professionnels. Pour être un président exemplaire, il faut avoir été un candidat exemplaire. On l'écoute. En annonçant ma candidature à la mairie de Paris, je connaissais la dureté de la vie politique. Depuis plus d'un an, ma famille et moi avons subi des propos diffamatoires, des mensonges, des attaques anonymes, la révélation de conversations privées dérobées, ainsi que des menaces de mort. Benjamin Griveaux qui clame son amour fou, sa fidélité dans Gala et Closer. Ça, c'est un autre élément extrêmement important. Et derrière, Benjamin il y a Griveaux la a réalité. mis en scène son intimité et il a menti. Et il a menti. Et alors? Et alors? Mais qui n'utilise pas son intimité. Mais alors, c'est pas à vous de juger si c'est important ou pas. Est-ce que c'est aux électeurs? Mais non, c'est aux électeurs. Votre rôle en tant que journaliste, ça devrait être de donner aux électeurs la possibilité de savoir si un homme politique ment ou pas. Donc s'il prétend qu'il défend les vies, s'il essaye d'obtenir des suffrages en défendant les valeurs de fidélité, de famille, etc., il est normal pour un électeur de jauger si en effet cette personne lui ment ou pas. C'est aussi simple que ça le rôle du journaliste. La méthode, c'est une autre question. Est-ce qu'il fallait diffuser cette vidéo de telle façon ou pas? Vous avez revendiqué à de nombreuses reprises. On l'a vu à l'époque des Gilets jaunes, d'un mépris et d'une arrogance terrible. Il avait eu des mots forts, effectivement, contre les Gilets jaunes. Non, jaunes. mais c'était pas des mots forts, c'était du mépris et de l'arrogance. Nous devons aller sans doute encore plus loin dans le changement, être encore plus radicaux. Nous ne pouvons pas non plus accepter les propos racistes, xénophobes, antisémites, homophobes, qui parfois ont été entendus. Mais mes priorités sont très claires. C'est d'abord ma famille. Et là, on a vu cet homme, mais vraiment sans aucune force, petit, pitoyable même, venir s'épancher à la télévision au lieu d'assumer ses actes. À aucun moment, Piotr Pawlenski a reproché à Benjamin Griveaux d'être infidèle ou quoi que ce soit. Il ne s'est pas placé sur ce terrain-là. C'est Benjamin Griveaux lui-même qui l'a fait. Et c'est pour ça qu'il est difficile aujourd'hui d'être dans une forme de pitié ou de larmoiement comme le font l'ensemble de la classe politique à son égard. De nombreuses personnalités politiques et responsables ont aussitôt réagi. Ils s'indignent pour la plupart d'une menace sur la démocratie. La violence des réseaux a dépassé un cap dans cette affaire. Foire aux ordures, abomination, naufrage voyeuriste, lit-on dans ces réactions politiques. L'impact des réseaux sur la vie politique est devenu gigantesque. Personne ne pense à sa femme, à ses enfants. Oh là là, c'est terrible. Il s'est mis à poil sur les réseaux sociaux, mais c'est bien fait pour lui. Personne ne lui a demandé de se foutre à poil sur un réseau social. Peu importe le biais par lequel il s'est fait attraper, soi-disant un complot, un machin. Non, mais là, je pense qu'on délire complètement. Artiste russe, vous disiez vous-même la Russie, mais il se trouve qu'il est contre Poutine. Donc, oui, mais ça, en général, les manipulations. Il y a des, alors c'est, oui, avec les services secrets russes, franchement. Il y a peut-être des spirales, voilà, non, mais on peut se poser la question. Logiques, mais on peut se poser la question. Franchement, il faut être gonflé pour voir dans l'affaire de la masturbation la main de Poutine. Pas mal. Franchement. On peut se poser des questions. C'est joliment dit. Il se trouve que les Russes sont intervenus pendant la campagne présidentielle de 2017. Ça n'est pas de l'invention. Qui sont intervenus pendant la campagne américaine. As well as our conclusion
that there was insufficient evidence to charge a broader conspiracy. Et qui sont intervenus pendant la campagne du Brexit. Donc l'idée de se demander si, au-delà d'un artiste suicidaire, provocateur et probablement relevant de la psychiatrie, il y a quelqu'un d'autre, la question se pose. Je ne vous dis pas du tout que c'est le cas, je n'en sais rien, mais je trouve que ça mérite de s'interroger. Je ne vois pas la main de Poutine, honnêtement. Bon, d'autant plus que le Piotr en question, on lui a accordé le droit d'asile parce qu'il était persécuté par Poutine. Faut quand même, je veux dire que on ne peut pas tout vouloir faire gober quand même. Bon, cet individu détestable bénéficie du droit d'asile parce qu'il est persécuté par Poutine. On lui donne le droit d'asile en raison de ses persécutions. Et on va dire maintenant que c'est Poutine qui instrumentalise l'individu auquel on a donné un droit d'asile pour qu'il échappe aux persécutions de Poutine. Il faut pas arrêter de prendre des Français pour des blaireaux, là, franchement. Il y a peut-être des spirales, voilà. Papa? Oui, mon fils. C'est quoi là-bas? C'est en russe, fiston. Il y a peut-être des spirales, voilà. Ce qui est vrai, c'est que jusqu'à présent, la stratégie de la Russie a été plutôt d'accompagner les mouvements politiques dans nos pays qui étaient anti-européens et qui étaient... Depuis ce matin, les macronistes nous disent la Russie est impliquée dans des attaques, etc. Soit vous avez des éléments concrets à donner et à apporter à l'opinion publique et aux Français attestant les assertions que vous proclamez depuis ce matin, et à ce moment-là, il faut prendre les décisions. En diplomatie, ça s'appelle virer l'ambassadeur de Russie à Paris pour des faits, s'ils sont avérés, qui sont quand même assez graves. Soit vous n'avez aucun élément à apporter, et à ce moment-là, il ne faut pas agiter des chiffons et dire que des puissances étrangères s'immiscent dans... Allez, on ne vous mettra pas d'accord. Benjamin Griveaux, ça a été candidat qui mentit pour ses électeurs, qui commence à propagander puritanisme, qu'il méprise lui-même. Qu'on fout ce mec dehors, il est réfugié politique, il est venu demander l'asile, il se comporte comme un et n'a aucune notion de ce que peut être un comportement adapté dans une société éclairée. Lui, russe, qui parle mal français, qui arrive en France en 2017 de toute la classe politique, il choisit un homme. Non, c'est très factuel. Il est russe et donc quoi? Le problème de ce qui se passe là, c'est que le gouvernement vient de faire tomber à la fois toute la philosophie de sa politique sécuritaire et la philosophie de sa politique d'immigration et d'asile. On nous a expliqué pendant des mois qu'il fallait faire de l'humanitaire, qu'il fallait accueillir les gens, qu'on ne pouvait pas virer les gens s'ils commettaient des crimes parce que, etc. On nous a expliqué que lorsque un migrant afghan ou libyen ou tunisien commettait un crime, la justice était particulièrement clémente parce qu'il n'avait pas les mêmes codes culturels. Et là, tout s'effondre. Donc pour moi, s'il y a une première chose à faire, c'est de le mettre dans un avion, direction la Russie, et il verra avec M. Poutine s'il peut faire ce genre de conneries. Et tout à coup, il y a un député de la République En Marche qui dit qu'il faut mettre ce type dans un avion et le virer. Donc on découvre comme ça que quand on veut, on peut, et que lorsque l'État se met en branle, si je puis dire, il peut faire beaucoup de choses. Sauf lorsque c'est le français lambda. Il faut que ça soit le pouvoir qui soit touché pour que l'État soit instrumentalisé et qu'il soit efficace. Et ça, c'est scandaleux. Piotr Pawlenski s'inscrit aussi dans une lutte politique. Qui considère que le régime macronien s'assimile de plus en plus au régime poutinien et que les dérives en termes de violence et de répression vis-à-vis de la population sont inacceptables et qu'il était de son devoir, en tant qu'artiste, encore une fois, de devenir un opposant politique à ce régime par tous les moyens possibles. On a vu également Piotr Pawlenski aux côtés de Juan Branco, l'avocat qui était notamment avocat des Gilets jaunes. Qu'est-ce que ça dit justement de l'état d'esprit de tout ce qui tourne autour de cette affaire finalement? Alors moi maintenant ce qui m'arrive, c'est génial, du coup les journalistes sont là, mais vous êtes complices, vous avez permis la commission d'infraction. Ça c'est incroyable quand même que des journalistes soient capables d'attaquer des avocats qui défendent des meurtriers, des avocats qui défendent, c'est un droit en France d'être défendu quoi qu'on ait fait, c'est quand même incroyable que les médias se mettent sur ton dos pour t'accuser de quoi que ce soit. Ça dit qu'il y a quand même des gens qui passent leur temps à faire des fêtes dans le 6e arrondissement, à poignarder des gens, et voilà, je crois qu'ils se foutent du monde. Et ils se foutent des gilets jaunes aussi. Qu'est-ce qu'ils te disent exactement Ils disent, mais vous avez permis la commission d'une infraction, vous avez participé à la vidéo, vous saviez que c'était une infraction pénale, mais déontologiquement c'est inacceptable, vous avez peur d'être rayé du barreau, mais des choses, mais je suis là, mais vous êtes qui?
Vous êtes qui? Vous êtes en train de remettre en question le point de base de tout régime démocratique, c'est-à-dire le fait que quiconque a droit à une défense, y compris le pire des pédophiles, des criminels. Et là, on est en train de parler de quelqu'un qui commet un acte politique majeur qui provoque la démission immédiate d'un candidat à la ville de Paris. Pourquoi est-ce que cette personne aurait démissionné s'il considérait qu'il n'était responsable de rien, s'il considérait qu'il n'avait rien fait de mal à un moment? Et vous êtes en train de vous acharner non seulement sur lui, mais sur la personne qui le défend. Et à un moment, ils disent, mais vous faites ça en tant que militant politique, vous êtes d'accord avec ce qu'il a fait? Je dis, vous voulez que je critique mon client? Deux choses qui m'étonnent. D'abord, hier, on arrête Piotr Pawlenski en disant que ça n'a rien à voir avec l'affaire Griveaux. Donc déjà, on prend les gens pour des gens bon beurre. Parce que le type est quand même recherché depuis 1 mois et demi pour des faits de droit commun, pour des coups de couteau la nuit du réveillon. Manifestement, le ministre de l'Intérieur et le préfet de Paris n'étaient pas pressés de le retrouver. Et là, subitement, parce que cet individu nuit à leur maître, du jour au lendemain, dans l'heure, illico, il est arrêté. Dans cette affaire exceptionnelle, le parquet de Paris vient de prendre une décision extraordinaire. Il s'oppose à ce que je représente mon client. Il s'agit d'une atteinte au droit de la défense inédite, gravissime. Il m'a été évidemment précisé que je n'étais en rien mis en cause dans ce dossier, mais parce que j'étais cité, ce qui est évident dans le cadre d'une affaire qui concerne mon client, le parquet a considéré qu'il y avait là une nouvelle entorse à mettre en œuvre contre la défense de Piotr Pawlenski, déjà arrêté pour une affaire ordinaire qui était sortie du boisseau de manière opportune pour le faire taire. Je suis assez indigné par ce qui est en train de se passer. Je trouve tout à fait anormal que l'avocat n'ait pas pu assister son client pendant la garde à vue. Où on reproche quelque chose à l'avocat, où on le dit, mais ce n'est pas au procureur. Vous parlez en l'occurrence de Juan Branco. Voilà, sauf dans les régimes totalitaires, ce n'est pas au procureur de choisir l'avocat. Je trouve qu'il y a une dérive autoritariste. Alors c'est surprenant parce que c'est vrai que, alors je sais pas, mais de mémoire à titre personnel, je n'avais pas entendu ce genre de choses, je savais même pas que c'était possible. Mais moi non plus. Ah bon, moi non plus. En tant qu'avocat. Moi j'ai 40 ans de pratique derrière moi. C'est l'instrumentalisation de l'État et des forces de sécurité. Lorsque le pouvoir est atteint dans l'un de ses membres, c'est tout de suite, on arrête, on expulse, on veut expulser en tout cas, on s'assoit sur l'état de droit, on s'assoit sur tous les principes qu'on nous serine depuis 2 ans, d'accord ? Et par contre, dans le reste du temps, quand c'est un Français lambda, quand c'est des Français qui sont attaqués, qui sont poignardés, qui sont égorgés, alors là, on laisse faire, on vous explique que l'état de droit interdit de faire quoi que ce soit, c'est l'impossibilisme. On ne peut pas arrêter, on ne peut pas expulser, on ne peut pas emprisonner, on ne peut pas condamner, on ne peut rien faire. Il l'a fait avec les méthodes qu'il a considérées être les plus justifiées, en affirmant qu'il y avait une exposition de la tartufferie d'un membre de l'élite qui mettait en scène sa vie privée partout dans la presse people, gala, closer, etc., avec l'aide de réseaux puissants comme celui de Marchand. C'est exactement comme Macron l'a fait pour arriver à la présidence de la République, et puis d'un coup ça devient l'ennemi public numéro 1. On voit toute la classe politique qui fait mine de s'indigner pour une seule raison, c'est parce qu'ils ont peur qu'on leur attribue le coup, et aussi éventuellement qu'il y ait des choses qui sortent sur eux. Migration depuis quelques jours d'une partie de la Macronie de Telegram à Signal. Marc Andel. On est dans une imposture absolue dans cette histoire-là. C'est n'importe quoi. On a des pseudo-artistes qui passent leur temps à être incarcérés, qui sont réfugiés politiques pour dénoncer des dictatures russes, mais dès qu'ils arrivent en France ou pays dont ils demandent l'accueil, eh ben, ils considèrent aussi qu'ils sont dans une dictature. On est dans un n'importe quoi et tous ces gens nous donnent des leçons de morale et des leçons d'honnêteté et de pureté. Méfiez-vous. Donc son argument, si c'est ça la société de demain, la société qu'on veut installer, on va tous y passer. Piotr Pawlenski l'affirme, d'autres vidéos à caractère sexuel de fonctionnaires et de personnalités politiques seront bientôt publiées. Plus qu'en colère, je suis assez inquiète de ce que ça veut dire en termes de procédés, inquiète de ce que ça prépare, inquiète de l'impact de ces procédés aujourd'hui pour notre République. Vous savez, moi je suis député depuis 2 ans et demi. J'étais pas élue avant, je reste une citoyenne à part entière et je réagis aussi en citoyenne et je suis assez inquiète de ce que ça présage. On est passé dans un autre monde, on a basculé dans autre chose qui est le contraire de la civilisation, qui est la barbarie en fait. La barbarie, c'est la loi du plus fort. La loi du plus fort, c'est celui qui maîtrise l'information.
qui est le plus violent. Le monde politico-médiatique français monte dans les tours quand un des leurs est acculé par des révélations sulfureuses d'ordre privé, mais ne se prive pas d'appliquer les mêmes méthodes quand ils font face à des opposants à la Macronie. Voici quelques exemples non exhaustifs. Premièrement, divulgation du salaire supposé du couple du gilet jaune Éric Drouet par une journaliste de France Info, Catherine Fournier. Comme s'il fallait être nécessairement pauvre pour être contre l'injustice ou pour être gilet jaune. Complètement idiot. Deuxièmement, toujours concernant Éric Drouet, sur la chaîne d'Olcy, Christophe Beaugrand ne s'est pas privé d'évoquer son achat d'une Jaguar en occasion. Si je vous dis gilet jaune et Jaguar V8, a priori, vous me répondrez que ça n'est pas compatible, effectivement. Eh bien pourtant si, et il ne s'agit pas de n'importe quel gilet jaune. Éric Drouet, l'un des leaders charismatiques du mouvement. Alors voici la séquence turbo. Je ne sais pas si vous reconnaissez qui est au volant. Il s'agit de Maxime Nicole, alias Flyrider, au volant d'une BMW décapotable en week-end dans le sud de la France. Maxime Nicole. Elle est plus récente, hein, celle-là, que la Jaguar. Il avait répondu, hein, c'est un ami JP, il avait dénoncé, JP qui lui avait prêté pour en profiter un peu dans le sud, elle n'était pas à lui. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention aux signes extérieurs de richesse, surtout lorsqu'on est médiatisé et qu'on symbolise un combat comme celui des Gilets jaunes. Troisièmement, le monde médiatique a fait encore pire dans la crapulerie en évoquant des supposées violences conjugales par le gilet jaune Jérôme Rodriguez démenti en vidéo par sa compagne. Bonjour, alors on est le 28 juillet, je précise, Jérôme a été arrêté, mais je n'ai rien, j'ai subi aucune violence, tout va bien pour moi. Elena est venue, mais voilà, tout va bien, il faut arrêter On cherche juste à le faire sortir de gaz, parce que je pense qu'il y a un petit peu trop de... C'est de l'oppression contre Jérôme en fait. Complètement. Et là, il demande à revoir Jenny pour essayer de trouver des choses contre Jérôme, mais voilà. Donc voilà, mais tout va bien. Mais voilà, elle n'a pas de bleu, hein. Voilà, vous pouvez Ma cheville va bien. Ta cheville va bien, tout va bien. Voilà. Merci à tous. Salut. Mais voici ce que les médias et les membres de La République En Marche ne martèlent pas. Que Christophe Castaner a été condamné en 1996, lorsqu'il était encore membre du Parti Socialiste, pour avoir distribué 35 000 tracts à caractère pornographique en vue d'influencer les élections municipales d'Avignon. Il sera finalement reconnu coupable d'avoir organisé la diffusion sur la voie publique des tracts, et condamné pour diffamation et injures publiques envers particuliers, fonctionnaires ou citoyens chargés d'un service public par parole, écrit, image ou moyenne audiovisuelle. Il a dû payer 50 000 francs d'amende. Quand on considère le zèle qu'il avait pour distribuer ces tracts, imaginez une seule seconde si des réseaux sociaux comme Twitter existaient à ce moment-là. C'est absolument risible d'y penser, surtout quand on entend cette armée d'apparatchiks réclamer plus de censure, voire une dictature à la chinoise. Sur les réseaux sociaux, on pourrait d'abord interdire tout ce qui est anonyme. Je suis à 100% d'accord avec Maître Dupond-Moretti sur la levée de l'anonymat. J'avais dit un jour sur RMC, les Chinois arrivent bien à bloquer des mots tels que démocratie ou liberté. Pourquoi nous, on n'arrive pas à bloquer des mots comme l'apologie du nazisme? Alors on n'est pas une dictature, c'est quand même pas une dictature. Donc, Griveaux se masturbait ce film. Il envoie à une femme qu'il connaît, Piotr Pavlansky se procure la vidéo, la publie et il est défendu par Juan Branco, Joachim Sonneforget et Laurent Alexandre la relaient. Qu'est-ce que l'anonymat sur Internet a à voir dans cette histoire? Bruno Gassiot. Il y a deux mesures qui sont souhaitables, en tout cas à mes yeux. La première, c'est la fin de l'anonymat. Il faut se battre contre l'anonymat parce que c'est ce qui fait ressortir mécaniquement ce qu'il y a de pire chez chacun, l'anonymat. On le sait bien. Il suffit de se rappeler la guerre. Dans le cas présent, il n'y a pas de problème. On est sur un autre sujet là. Hein. Il est très clairement identifié. Il a monté un site. Je ne vous parle pas de ça. Je ne vous parle pas de ça. La démocratie se retrouve en état de faiblesse, qui est quand même un comble. Donc il faut une volonté très forte et il faut passer par-dessus tous ceux qui exigent d'avoir terrain libre sur les réseaux sociaux. L'ancienne maire d'Avignon, victime de la crapulerie de Castaner, dira plus tard à ce sujet, je cite, « À l'époque, j'ai été ennuyé par cette histoire pour mes enfants et pour ma mère encore vivante. Et aujourd'hui voilà que cet infidèle ministre de l'Intérieur, avide de flirt en boîte de nuit en jour de manifestation de gilets jaunes, réclame plus de respect de la vie privée. Bienvenue en Macronie. » J'ai d'abord une émotion personnelle et de soutien le concernant. Ensuite, vous dire que ces faits-là, le fait de diffuser certaines vidéos sans consentement d'auteur sont des faits qui font l'objet de sanctions pénales dans notre pays.
Une peine d'amende importante, 2 ans d'emprisonnement sont prévus par l'article 226-2-1 du Code pénal. Et évidemment, ces faits-là doivent être poursuivis. Nous avons le respect qui est dû à chacun de nos concitoyens. Il s'applique aussi à la classe politique. Et ne parlons même pas de l'arroseur arrosé Benjamin Griveaux qui ne s'est jamais gêné d'attaquer ses opposants par des propos teintés de grivoiserie. Il faut dire qu'il a été à bonne école ce Strauss-Kahn boy. Ok, c'est bon. On est bon au niveau des acteurs. Est-ce qu'au son et à l'image ça tourne? Ouais, ça tourne. Ok, action. Scène 1, prise 1. Je voudrais tout d'abord rappeler que ce sont des êtres humains qui sont meurtris. Et je redis à Benjamin Griveaux, à sa famille et à ses équipes, tout mon soutien dans cette épreuve. J'ai une pensée pour les militants qui n'ont pas compté leurs heures durant ces derniers mois. Et bien sûr, je pense aux Parisiennes et aux Parisiens qui méritent la dignité du débat dans cette élection décisive. Et vous pensez qu'il a eu raison de se retirer ou pas? Je vous l'ai dit, j'apporte mon soutien à Benjamin Griveaux, à sa famille et sa décision. Difficile. Laurent Saillir, un avant et un après? Je pense, parce que ce qu'on vit quand même est terrible. Alors, pour Benjamin Griveaux, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que les candidats parisiens n'ont pas à s'en réjouir parce qu'il était très mal barré, il était mal placé. Donc effectivement, de toute façon, ce n'est pas un avantage pour eux s'il est remplacé par un meilleur candidat. Mais quoi qu'il en soit, on assiste aujourd'hui à quelque chose de quand même terrible parce que aujourd'hui, c'est l'intimité d'un politique, d'une personnalité publique qui est mise comme ça sur les réseaux sociaux. Et si c'est le cas pour lui, ça le sera peut-être pour d'autres. Est-ce que cet épisode va faire date dans l'histoire politique française ou pas, Gabriel Cluzel? En tout cas, on sent que l'on rentre dans une phase d'américanisation de notre vie politique. Il était ministre avant d'être candidat, avant de quitter le gouvernement. Il était porte-parole, il était en charge, il était, je veux dire... Et il envoyait... Moi, j'ai aucun problème moral sur le fait d'envoyer cette photo. Je le ferai pas, je trouve ça un peu... Bon, mais voilà, c'est pas mon truc de me branler devant une caméra et d'envoyer ça à tout le monde. Bon, mais c'est vrai que lui, il l'a fait, lui, il trouvait ça bien en étant ministre. Bon, c'est pour ça que je dis que c'est un con. Parce que le mec qui est ministre qui fait ça, il est con. Il y a les réseaux sociaux, c'est pas, on vient pas de les inventer, c'est déjà depuis un moment. La Russie. Ma famille ne mérite pas cela. Il y a la Russie derrière. Personne, au fond, ne devrait jamais subir une telle violence. On doit être fiers d'être des amateurs. J'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Nos oppositions nous traitaient tout le temps d'amateurs. Il y a la Russie derrière. Il y a peut-être des spirales, voilà. Quand vous embauchez un idiot, par hasard, il va essayer d'embaucher d'autres idiots, des gens en dessous de lui qui sont moins bons. Quand vous embauchez un type intelligent, il va essayer d'embaucher des types plus intelligents que lui. Donc je crois que le drame de Macron, c'est qu'il veut que les gens soient encore plus crétins que lui. C'est clair, c'est vraiment le sentiment que j'avais. Quelque part, ce qu'il a fait, parce que c'est une dimension sacrificielle très forte, c'est un hommage très fort à ceux qui ont perdu un œil, ont perdu une main, ont perdu un pied, ont été arrêtés illégalement, et pour lesquels personne s'indignait. Et de voir à quel point, en fait, ces dirigeants politiques, mais aussi ces journalistes sont capables de larmoyer pour le destin d'un homme politique qui pourtant s'est mis en danger lui-même, s'est comporté de façon absurde, parce qu'il aurait pu, vous imaginez, il aurait pu faire l'objet de chantage, tomber sur des personnes intentionnées. Carrément. Ça révèle quelque chose, au-delà, encore une fois, de la tartufferie, et que ce soit sur cette personne-là, Benjamin Griveaux, dont on a montré à quel point il était corrompu avec l'affaire Unibail, avec tout ce que j'avais décrit dans Crépuscule, comment est-ce que justement, alors là, il y a tout d'un coup une empathie très forte parce qu'il leur ressemble, en fait. Alors que derrière, toutes les personnes qui ont vu leur vie gâchée à jamais par la violence de ce régime,
strictement rien à faire. Donc là, Piotr, il rentre, il y va sauvagement. C'est sa façon de faire. Moi, je suis très fier de le défendre comme avocat parce que c'est justement des affaires très compliquées comme celle-là qui font que l'honneur de la profession est là. On a vu Mélenchon qui fait mine de défendre les opprimés, etc. Et puis quand ça touche vraiment finalement le cœur du système, ça lui pose un problème. Et sans obliger de le dénoncer, j'ai trouvé ça très très petit de sa part. Voilà comment la police de Macron traite son peuple. Voilà, depuis 1 an et demi. Voilà, la police n'était pas là pour protéger son peuple, non, elle est là pour le réprimer. Vous êtes des mutilaires. Vous êtes des mutilaires. Assassins. Il court le guilledou comme un vulgaire Strauss-Kahn. Hop hop hop. Et juste avant que cette vidéo ne se termine, si tu veux que mon travail se perpétue, eh bien n'hésite pas à le soutenir sur Tipeee ou en regardant quelques publicités sur YouTube. C'est en cela que dépendra l'avenir de cette chaîne. Merci à toi, c'était la voix de Portici. Portez-vous bien. Ce projet, aujourd'hui, il vivra mieux sans moi.